Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à tous et à tous. Mercredi 29 mai, il pleut sur une bonne partie de la France. On commence à désespérer. Mais oui, parce que tous les gens parlent de ça beaucoup ce matin. Voilà. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Jules Houplin. Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien. On vous avait reçu on était en train d'en parler justement il y a 7 ans, je crois, 6 ou 7 ans pour la fiction Les Innocents. Yes. Et ce soir, vous venez... C'était votre première radio à l'époque. Tout à fait. Et ce soir, on va vous retrouver dans une fiction assez puissante, assez forte, Parents de criminels face à l'irréparable. C'est une fiction qui est tirée d'un livre, Parents à perpétuité. Vous jouez le rôle de ce jeune homme qui a tué, on va peut-être pas trop dévoiler, mais en tout cas, qui est un enfant criminel. Et c'est la relation avec les parents. On va en reparler. Alors, Parents criminels face à l'irréparable, ça c'est le... Oui, c'est la soirée continue, Parents criminels. Et la fiction, c'est Parents à perpétuité. Absolument. Parce que derrière, il y a un débat présenté par Julien Bugier, justement pour parler de cette chose assez terrible de découvrir que son fils est un violeur ou un criminel. Parce qu'on parle souvent des victimes, mais on s'intéresse assez peu aux familles des agresseurs qui sont eux aussi touchés. C'est un sujet auquel vous aviez, vous, réfléchi, ou vous avez découvert en lisant le livre de ses parents, justement, qui ont raconté leur histoire? Je l'ai découvert en lisant le livre et le scénario que sa fille m'avait proposé, et j'ai trouvé ça très puissant, et j'ai voulu faire le film et faire un deuxième film avec sa fille, le réalisateur. La réalisation est assez incroyable. Et vous avez eu la chance on en parlera après, mais de rencontrer ses parents. Comment ils vont, ses parents, puisque maintenant il a 30 ans. Faut savoir qu'il fait ça. Il a à peine 17 ans. Oui. Il est au collège. Maintenant, il est toujours en prison. Il a 30 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous disent ses parents? Avec le temps, ça s'est un peu calmé pour eux, mais ils sont quand même... quand je les ai vus, j'ai senti qu'ils étaient très bouleversés après avoir vu le film, parce qu'on a vu le film dans la même salle, et on a pu discuter un tout petit peu, et ils étaétaient toujours très émus et très choqués. Oui, ce matin, il y a une grande interview dans le Parisien où ils expliquent que leurs 2 filles, les sœurs donc de ce criminel, sont toujours en sous-traitement. On voit des psychiatres. Oui. C'est très très difficile pour eux. Pour ces parents à perpétuité. Oui, ils prennent eux aussi la perpétuité. Et encore une fois, ce sont des gens extrêmement dignes qui en aucun cas qui prennent en compte la souffrance des victimes et des familles des victimes. On va en parler dans un instant. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Valérie, je ne pouvais pas passer à côté de ce son, même s'il a fait le tour des médias. L'échange musclé dans les 4 colonnes de l'Assemblée nationale, là où vont les journalistes pour interviewer les députés. David Guiraud de la France Insoumise et Meyer Habib des Républicains se sont écharpés sur la question palestinienne. Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, va. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Les Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont grattés 1000 fois de plus. C'est bonne règle, regardez-le. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Ce monsieur est un porc. Et ce qu'on n'a pas entendu, ou presque, c'est le combat qui a continué en joute verbale sur BFM. Meyer Habib a annoncé une plainte, mais vous allez voir et entendre que, de son côté, David Guiraud a été encore plus loin sur BFM. Qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais brandi un drapeau israélien dans l'hémicycle? On aurait pu le faire après le 7 octobre. C'est leur fonds de commerce électoral. Et se faire Meyer Habib, c'est au carré, ça paye encore mieux. Et je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, après il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement. Mais traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. Il l'a fait publiquement, je porterai bien évidemment plainte contre lui. Des fois les mots vont plus haut que notre pensée, et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide, hein. Mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui m'interrompt... Vous ne regrettez pas du tout là, en fait? Ah non. Pourquoi je regretterais? Ouais, vous avez suivi un peu l'histoire? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez de la chance. Vous êtes intéressé à la politique ou pas du tout?
Comment ? Vous vous intéressez à la politique ? Ou à l'actualité ? À l'actualité, oui, parce que mon grand-père était animateur sur une autre radio. Ouais. Ma mère était animatrice sur une autre radio. Sur Skyrock. Sur Skyrock. Sur Skyrock. Ouais. Mon grand-père sur RFM. Donc, oui, j'ai beaucoup regardé les infos, surtout avec mon grand-père. Ouais. Mais j'essaye en ce moment de pas trop... Vous allez aller voter ou à 25 ans, on n'a pas envie de voter aux européennes ? On n'a pas envie de voter tellement. Donc vous irez pas voter ? Si, j'irai voter, mais je le ferai pas en choisissant un candidat avec le cœur, avec vraiment les convictions. Je le ferai en opposition à... Pour aller voter, en fait. Pour aller voter, pour le faire, parce que c'est important. Triste image, en tout cas, à l'Assemblée, direction le Sénat, où a été voté un texte encadrant les transitions de genre avant 16 ans, qui prévoit entre autres, avant 18 ans, pardon, qui prévoit entre autres l'interdiction de prescrire des bloqueurs de puberté, une loi contestée par le gouvernement, mais portée par la sénatrice républicaine Jacqueline Eustache-Brinnion. Quand certaines associations nous disent mais c'est pas un sujet, s'ils se sont trompés, on va faire une reconstitution, on peut pas entendre ça. Une gamine qui subit une chirurgie, elle ne retrouvera jamais sa poitrine. Par définition, l'adolescence est un temps de questionnement. Il faut prendre du temps pour qu'il soit suffisamment sûr et suffisamment mûr pour prendre la bonne décision sur des choses qui sont irréversibles. Alors pour France 2, sur un téléfilm marquant, vous avez joué un enfant qui découvrait son homosexualité. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi sur la transition, sur tous ces problèmes, puisque vous êtes beaucoup exprimé sur ces combats homosexuels? Je pense qu'il faut laisser les gens tranquilles, il faut les laisser faire leur vie et arrêter de s'acharner sur des choses qui finalement ne nous regardent pas et les laisser libres. Mais sur la transition, enfin c'est un sujet compliqué, hein, mais la transition, cette loi va contre la transition avant l'adolescence ou à l'adolescence de jeunes gens qui souhaiteraient obtenir une chirurgie pour ne plus avoir de poitrine ou un traitement hormonal, quoi. Moi, je pense qu'en fait, on pense qu'il faut beaucoup de temps un enfant adolescent pour passer à l'âge adulte, mais ça va très vite en fait. Ouais. Et ils sont beaucoup plus intelligents. Enfin, on est beaucoup plus intelligents. Ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne pense. Et si ils pensent que c'est la bonne décision pour eux, il faut le faire. Ouais. Et vous pensez pas qu'à 16 ans, on peut être influencé, on peut se questionner sur sa sexualité, se donner du temps et de faire à 18 ans ou à 19 ans, une fois qu'on a mûrement réfléchi, parce qu'on peut pas revenir en arrière. C'est une colle que vous me posez. Ouais, c'est difficile. C'est très difficile parce que personne n'est pareil. C'est ça, c'est des cas particuliers. Moi, j'ai évoqué hier un transgenre, une femme que je connais qui me dit si j'avais pu le faire, je sais depuis l'âge de 4 ans que je suis une femme dans un corps d'homme, et si j'avais pu le faire avant, je n'aurais plus ma voix d'homme, je n'aurais plus de pomme d'Adam, et ma vie aurait été changée. Maintenant, combien de cas comme celui-là pour des gens qui s'interrogent et qui après changent d'idée. Mais c'est un sujet compliqué. On continue. On ne savait pas que Johnny Hallyday avait allumé le feu chez notre Brigitte Lahaie nationale, qu'on retrouve sur Sud Radio, qui s'est confiée sur ce moment chaud à celui qui adore regarder à travers le trou de la serrure Jordan Deluxe. Relation que j'ai eue avec Johnny Hallyday parce que... Mais je savais pas du tout que vous aviez été en couple avec Johnny Hallyday. J'ai pas été en couple. On s'est juste rencontrés une nuit de pleine lune, voilà. Mais c'était su, ça ? C'est la première fois que j'en parle, voilà. Ça a duré combien de temps ? 2 fois, c'est tout. D'accord, ok. Mais il était en couple ? Oui. Mais c'était avec qui alors, à cette époque-là ? C'était en 77. D'accord. Voilà. Donc elle pleurait, vous chercherez. Soit Lynn Blondiot, soit Babette Hallyday. Je sais plus. Vous n'avez pas posé la question ? Alors moi, je vais vous dire, j'ai jamais eu de problème avec les hommes mariés. Hein. Ça me regarde pas. Si c'est pas moi, c'est une autre. Hein. Ah ouais. Cette phrase-là, elle est formidable quand même. Si c'est pas moi, si c'est une autre, c'est un moyen de se dédouaner. Il y a une exposition qui va commencer bientôt. Sur Brigitte Lahaie ? Oui, elle va. Il y a une exposition où elle va présenter des images d'archives et autres. Si on met tous les photos de ses amants, je pense qu'il faut un grand hall. Je poserai la question. Il faut le Louvre. Mais incroyable. Donc Johnny Hallyday, mais c'est en 77 quand même. Donc de l'eau a coulé sur les ponts, sous les ponts.
C'est l'événement sur Disney+, un documentaire, alors ça y est, il est en ligne, qui raconte la guerre que se sont livrés les Beach Boys et les Beatles. Ah oui, ma mère m'a appelé en me disant t'es pas abonné à Disney, il va falloir t'abonner. Les Beach Boys, il va regarder les Beach Boys. Ah oui, mais vous pourrez peut-être lui donner un lien. On a un lien, la dernière fois vous m'avez dit, je n'arrive pas à faire fonctionner mon screener. Ah, vous regardez beaucoup les plateformes, Jules Louplin? Oui. Ouais. Quand même. Vous regardez les séries plus des films. Des films, ouais. Beaucoup plus films que séries, mais les séries aussi, je les regarde, mais beaucoup de plateformes, ouais. Plus que le cinéma, finalement. Ah, vous allez presque plus au cinéma ? J'y vais, mais quand je regarde la quantité de ce que je regarde sur les plateformes par rapport au cinéma, c'est ridicule. Parce que... Ouais, ça n'a rien à voir. Et donc, votre maman va pouvoir regarder ce documentaire sur les Beach Boys qui raconte, entre autres, l'affrontement qui se sont livrés avec les Beatles. Je savais pas. Et moi non plus, je savais pas qu'il y avait eu une guerre entre les Beach Boys et les Beatles. Et donc, je vous ai mis, pour finir ce zapping, un tube emblématique et I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. Ça me donne envie de refaire du surf. Absolument. Vous étiez vice-champion de surf. C'est vrai. Oui, je pensais que c'était du curling. Ah, le curling aussi. Bon, allez, on se retrouve dans un instant avec Jules Louplin pour parler de cette fiction à ne pas manquer ce soir, extrêmement puissante, extrêmement dérangeante également, Parents à perpétuité. On y revient dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansma. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jules Louplin, pardon. Vous êtes comédien, jeune comédien, vous avez 25 ans, vous avez reçu encore une fois, il y a combien de temps? 6 ans, on a dit, c'est ça? 6 ans, ouais. Pour posséder votre premier téléfilm? Première fiction. C'était mon premier téléfilm, ouais. On va vous retrouver ce soir dans la soirée continue de France 2, Parents de criminels face à l'irréparable. Donc il y a une grande soirée présentée par Julien Bugier avec un débat qui va suivre la fiction Parents à perpétuité. Alors c'est une libre adaptation du livre de Sophie et Dominique Moulinas qui est paru aux éditions Flammarion en 2016, livre dans lequel ils racontaient ce que ça faisait d'être parents de criminels. On parle souvent des victimes, on parle des familles de victimes. Mais néanmoins, les parents de criminels vivent une situation qui est rarement évoquée et qui, malgré leur vraisemblable responsabilité, c'est aussi ce qui interroge le film, souffre aussi. Hein. Oui, et puis là, ça arrive dans une famille, on le voit au début, tout va bien, ils vont partir en vacances, vous arrivez en vélo, vous avez un visage d'ange, et c'est ça en fait, c'est que c'est une famille normale, où... on tombe dessus, ouais. Oui, puis je sais pas comment vous décriveriez votre rôle, c'est un psychopathe ? C'est un psychopathe et c'est un schizophrène, quelqu'un de malade et qui n'a pas conscience de ses actes et qui le fait sans s'en rendre compte en fait. Et les parents, ils apprennent ça et ils se prennent ça dans la figure. Parce que très vite, on peut le dire, au bout de 3 minutes, on apprend qu'il a violé une de ses camarades de classe. La police arrive, on lui demande de monter à l'étage, de montrer les cordes parce qu'il a entravé cette fille. Oui. Et là, les parents, ils sont dévastés. Et la question, c'est quelle relation on entretient après avec un enfant criminel. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de relation. Non. Puisque l'enfant est dans une prison psychiatrique et il est déconnecté. Ouais. Maintenant, après toutes ces années. Et du coup, les contacts sont très petits, avec les parents. Est-ce que c'est plus compliqué de jouer un rôle réel, c'est-à-dire d'une personne qui a effectivement existé plutôt qu'un rôle imaginaire? Est-ce que vous pensez pour moi, jeune homme? Pour vous, non, ça change rien. Pour moi, non, parce que j'ai toujours le plaisir de faire un film et je me pose pas vraiment cette question-là. Je fonce dans le projet. Vous êtes dans le rôle. Aujourd'hui, le rôle que vous jouez, il a 30 ans désormais. Il est toujours en prison puisqu'il a été condamné à perpétuité. Oui. Est-ce que ça vous aurait intéressé de le rencontrer? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous savez s'il a la télévision dans sa cellule? C'est-à-dire, est-ce que ce soir, il va voir ce téléfilm? J'ai aucune information sur sa vie. Et je pense que personne n'en a à part ses parents. Par sa famille, oui. À part,
et ses 2 sœurs, puisqu'il a 2 sœurs, et pour ses 2 sœurs, c'est très compliqué aussi. Mais j'ai aucune information sur... Alors Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Inédit, ce soir. Monsieur Bossineau ? Oui ? C'est bien votre fils Guillaume qui est là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je t'informe que tu es placé en garde à vue ce jour, dans le cadre d'une affaire de viol avec arme. Mais non. C'est pas possible. Votre fils a avoué. Moi, je sais qui il est et comment on l'a élevé. C'est pas possible qu'on n'ait rien vu venir. Pourquoi ? Tu lui as fait du mal. Si la justice estime que Guillaume est réinsérable, on sera là pour l'aider. Je crois qu'on ne doit pas laisser sortir Guillaume. Inspiré de faits réels, Parents à perpétuité. Ce soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv. Alors les parents sont joués par Natasha Lindinger et Eric Caravaca qui sont incroyables dedans. Alors, nous on avait reçu Natasha Lindinger pour des rôles un peu plus drôles et légers, et là elle est en fait, plus on avance dans le téléfilm, nos éditeurs le verront ce soir, plus elle commence à détester ce fils en fait. Oui. Elle le supporte plus, et elle supporte plus ce que les gens autour, les voisins, lui renvoient, parce que c'est très dur pour elle, et elle se retrouve seule avec son mari, et essaie dans ce combat. Alors c'est une réalisation de Safi Nebou. Oui. C'est tout en subtilité, surtout dans votre rôle à vous, où finalement tout se joue dans le visage, dans les regards. Il y a assez peu de dialogue pour vous, il y en a, mais c'est un rôle très très intérieur que vous avez dû interpréter. Oui, et l'axe quand même du film, c'est les parents, comment ça se passe avec l'avocat, les juges. Donc c'est vraiment l'axe principal du film, et après on voit un petit peu, mais ce qui est important de filmer, c'est le combat des parents pour essayer. Le combat des parents, effectivement, et leur vécu de cette affaire. On peut citer l'auteur, la scénariste Julie Jézéquel, et dire que c'est vraiment un choix qui a été fait par France 2 assez fort, parce qu'encore une fois, moi j'ai rarement vu à évoquer ce sujet. Ah, c'est très peu. Ouais, très parce peu. qu'on est beaucoup sur... en même temps, c'est normal, parce que les gens, le soir, ils ont envie de rentrer chez eux et se détendre, pas regarder un... Oui, j'ai reçu un message de ma grand-mère qui me dit « Ouais, on va tous regarder comme si ça allait être une comédie. » Quand ils vont voir le film, ça va être un peu plus tendu, mais peu plus tendu. Mais on a aussi envie de voir ça, de voir des fictions comme celle-là. Et puis alors, on peut parler de lorsqu'on est un jeune comédien. Est-ce qu'aujourd'hui c'est simple ou pas? Valérie, vous posez la question en antenne. Est-ce que vous faites des castings? Comment on y arrive dans ce métier? Pour moi, j'ai fait un casting sauvage. J'ai fait mon premier film, j'ai été pris, c'est parti comme ça. Et puis après, j'ai eu un agent qui m'a contacté. J'ai fait plusieurs castings, mais c'est vrai que on sait jamais ce qu'on va faire le lendemain, quoi. C'est toujours, on passe le casting, on croise les doigts pour que ça marche. Si ça marche, on a la plus belle vie au monde. Et puis, et si ça marche pas, on attend. Et vous avez toujours voulu être comédien? Après mon premier film, j'ai compris que c'était le métier que j'avais envie de faire et je suis parti là-dedans. Et vous êtes parti là-dedans et après on passe les castings et là on enchaîne. Et là vous avez des projets? Il y a un autre film que j'ai fait avec Victor Meutelet, la série. Oui, Victor Meutelet qui était avec vous, qu'on avait reçu aussi pour tous les deux, c'était votre première radio. Et Victor Meutelet, nous on l'avait reçu. Pour Grand Hôtel. Le Grand Hôtel sur TF1 où il jouait avec le fils de Long. Carole Bouquet aussi. Et Carole Bouquet. Vous trouvez qu'il vous a dépassé, Ah non, peut-être, je sais pas. Moi, c'est mon meilleur pote. Quand finalement, quand on se voit, on parle de tout sauf de boulot. Sauf de boulot, ouais. Donc, mais je suis trop content pour lui, et là je crois qu'il est en Espagne. Est-ce qu'on a c'est une question un peu banale, mais est-ce qu'on a du mal à sortir d'un rôle comme celui-là? Les comédiens disent parfois qu'ils ont du mal, ou vous êtes vraiment, c'est le boulot. Non, ça n'a pas été trop difficile de sortir du personnage, parce que moi j'étais pas vraiment le personnage principal en termes de temps à l'écran, donc ça allait, j'ai pu m'en sortir rapidement. Mais c'est vrai que les parents, pour les parents, c'est pour Eric et Natacha, ça a été plus difficile. Plus difficile. Les parents sont venus sur le tournage? Non, pas du tout. La seule fois où je les ai vus, c'était à la projection après la première diffusion, enfin en équipe technique.
Et après, est-ce que Natacha, elle était déconnante lorsqu'on tourne quelque chose d'aussi tragique? Est-ce qu'il y a quand même une ambiance drôle? Ah bah il y a un sas de décompression après en fin de journée. Bah oui. Parce que c'est bon. Toutes les scènes sont fortes, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et on tourne dans des endroits. On a tourné dans une vraie prison. En plus, c'était l'hiver. On a tourné, je me souviens, sur une plage à Dunkerque. On a vu des migrants prendre la mer et tout ça dès 6h du matin. Donc tout de suite, tu fais ouf. Ça va être. Ça va être costaud. Alors on va vous retrouver donc ce soir dans cette soirée continue Parents de criminels face à l'irréparable avec un plateau animé par Julien Bugier juste après. Et ne manquez pas Parents à perpétuité ce soir à 21h10. C'est bouleversant, c'est puissant, c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un point de vue qu'on voit. Moi, je pense que le téléfilm cartonne bien. Qu'on voit assez peu et c'est adapté donc du livre Parents à perpétuité de Sophie et Dominique Moulinas. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Jules Houplin. Nous, on se retrouve dans un autre registre dans un instant avec Chicandier. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Le Clairbon.